Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Bienvenue à bord de ce vol truc de fou. Alors que nous prenons l'avion aujourd'hui, je vais vous révéler quelques faits méconnus et époustouflants sur tout ce qui touche à l'aéronautique. De la vérité sur la mauvaise nourriture des compagnies aériennes à la façon dont le choix du siège le plus sûr peut te sauver la vie, voici quelques-uns des secrets de vol les plus fous qui ne seront jamais révélés aux passagers. Préparer l'embarquement. L'embarquement est une des parties les plus stressantes des voyages en avion. On est tous passés par là, t'as passé les contrôles de sécurité de l'aéroport, tu arrives enfin à la porte d'embarquement et tu vois une énorme file de passagers qui attendent de monter à bord de ton vol. Ce que la plupart des gens réalisent pas, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à se précipiter pour rejoindre la file d'attente, car la majorité des compagnies aériennes attribuent à l'avance des sièges spécifiques aux passagers. Bien que certaines compagnies aériennes aiment appeler les passagers par groupe pour l'embarquement, tu ne dois pas nécessairement adhérer à cette règle. Embarquer en dernier est le moyen le plus facile de minimiser le temps que tu passes à bord. Donc en supposant que ton bagage à main n'est pas trop grand et difficile à ranger dans le compartiment, il n'y a pas vraiment de raison de rester debout à attendre dans une file pour un siège qui porte déjà ton nom. En embarquant vers la fin, il y a aussi moins de gens qui encombrent les zones des portes d'embarquement et le pont de jet, ce qui accélère le processus de l'ensemble. Pendant que tu attends, pourquoi pas jeter un coup d'œil à ta carte d'embarquement. Le code alphanumérique à 6 chiffres qui apparaît sur la plupart des cartes d'embarquement s'appelle un dossier de nom et de passagers, qui est utilisé pour identifier les passagers individuels, juste au cas où il y aurait plus d'un passager portant le même nom. Ce code, qui est enregistré dans la base de données des systèmes informatiques de réservation qui contient les itinéraires de vol pour chaque passager, peut révéler beaucoup de choses sur toi, notamment ta date de naissance et tes coordonnées. C'est l'une des principales raisons pour laquelle tu dois jamais jeter ta carte d'embarquement dans une poubelle publique. Entre autres choses, la base de données à laquelle correspond ce code détient des informations sur les cartes de crédit, les détails du passeport ainsi que les adresses IP en cas de réservation en ligne. Mais si un code relié à toutes tes informations personnelles te semble effrayant, espérons que tu trouveras jamais ce prochain code sur ta carte d'embarquement. Les passagers qui trouvent le code des 4 S sur leur billet peuvent se retrouver à passer des contrôles de sécurité supplémentaires. Pourquoi ? Ce code est ajouté aux cartes d'embarquement de passagers que les compagnies aériennes jugent suspects. Comme nous le savons tous, les aéroports prennent la sécurité très au sérieux, et certaines choses qui peuvent nous sembler totalement innocentes sont considérées comme suspectes par les responsables des compagnies aériennes. Les voyageurs de dernière minute, les allées simples ou l'achat de billets en liquide peuvent tous paraître un peu suspects aux yeux des agents de sécurité de l'aéroport. Alors essaye de pas paniquer si tu vois ce code sur ta carte d'embarquement, du moins si t'as rien à cacher. Solution drastique. Les avions sont des machines assez lourdes. C'est fou de penser qu'un avion commercial de taille moyenne a un poids maximum au décollage d'environ 79 tonnes, ce qui comprend 40 tonnes de carburant ainsi que 20 tonnes de passagers, d'équipage et de fret. Malgré leur taille, les avions peuvent toujours rencontrer des problèmes dans les airs, souvent à cause d'autres choses qui ont tendance à rester là-haut dans le ciel. Il va sans dire que les collisions entre les avions et les oiseaux ne se terminent pas souvent bien pour l'oiseau en l'occurrence. Mais ils peuvent tout de même faire quelques dégâts à un avion lorsqu'il se percute à grande vitesse, comme tu peux le voir ici avec cet avion de Turkish Airlines qui est entré en collision avec un oiseau en 2015. Heureusement, les passagers s'en sont tous sortis, mais l'oiseau, pas vraiment. Il y a plus de 13 000 collisions avec des oiseaux chaque année aux États-Unis. Parfois assez graves pour détruire des moteurs, et comme tu peux l'imaginer, les murs et les clôtures ne sont pas très efficaces pour éloigner les oiseaux des pistes d'atterrissage des avions. Les aéroports doivent donc faire preuve de créativité pour éviter les accidents liés aux oiseaux. L'une de ces méthodes, utilisée à l'aéroport national de Reagan en Virginie, consiste à tirer des coups de canon à blanc pour effrayer nos amis à plumes et les éloigner de l'aéroport. Tandis que d'autres aéroports rendent leur environnement moins accueillant pour les oiseaux en comblant les étangs et en remplaçant l'herbe par du gravier. L'aéroport de Salt Lake City, quant à lui, réduit le problème des intrus ailés en utilisant des cochons pour déraciner et manger les œufs des goélands. D'autres aéroports, comme l'aéroport français de Lourdes-Tarbes-Pyrénées, allument des écrans LED avec des grandes paires d'yeux pour effrayer les oiseaux de proie, agissant comme une sorte d'épouvantail de l'aviation. Mais il n'y a pas que les oiseaux dont les aéroports doivent se préoccuper. Les conditions météorologiques extrêmes ne sont pas vraiment quelque chose que l'on peut effrayer avec un sale regard et une paire d'yeux de LED. Les tempêtes de grêle sont l'une des conditions météorologiques les plus dangereuses pour les avions et elles peuvent causer des dégâts assez fous. Le nez de cet avion à réaction a reçu des grêlons aussi gros que des balles de golf après avoir traversé une tempête de grêle. Les vitres ont été tellement brisées que les pilotes ont dû faire atterrir l'avion presque complètement à l'aveugle. Par miracle, personne n'a été blessé à part le portefeuille de la compagnie aérienne qui a dû payer des réparations. Les tempêtes de grêle sont une chose, mais certains voyageurs nerveux s'inquiètent également de la possibilité que la foudre frappe un avion. Bien que ça puisse sembler très improbable, on estime en fait que chaque avion de la flotte commerciale américaine est légèrement frappé par la foudre au moins une fois par an. Bien que ça puisse sembler terrifiant, c'est pas aussi dangereux que tu le penses. Avant qu'un avion ne soit mis en service, il a subi des simulations de foudre qui testent sa conductivité. Ça permet de s'assurer que la foudre peut traverser sans interruption la coque extérieure de l'avion et repartir dans le ciel par une extrémité comme le nez ou le bout d'une aile, laissant les personnes à l'intérieur totalement indemnes, à l'exception d'une ou deux paires de caleçons abîmés. Déverser la goutte d'eau.
Est-ce que tu as déjà utilisé les toilettes d'un avion en te demandant où exactement tu jetais tes déchets? Contrairement aux idées reçues, les toilettes d'avion ne sont pas autorisées à être vidées dans le ciel, mais bien sûr, des accidents peuvent se produire. Lorsque tu tires la chasse d'eau d'un avion, une forte aspiration entraîne les déchets en n'utilisant qu'une très petite quantité d'eau afin d'économiser du poids et de l'espace dans l'avion. Et le contenu est acheminé vers un grand réservoir de rétention rempli de désinfectants. À la fin du vol, le mélange est aspiré dans un camion-citerne à l'aéroport, puis déversé. Cependant, le morceau congelé de schtroumpf pulvérisé que tu vois ici est composé de ce délicieux cocktail de déchets humains et d'un désinfectant liquide bleu, et a été retrouvé au niveau du sol après être tombé d'un avion en 2017. Il y a eu au moins 27 incidents documentés de météores de glace bleue de ce type aux États-Unis entre 1979 et 2003, y compris des incidents de glace bleue tombant à travers des toits sous des trajectoires d'atterrissage des aéroports. Bien qu'il n'existe aucun mécanisme permettant aux pilotes ou aux hôtesses de l'air de faire intentionnellement des farces de caca bleu, des fuites se produisent parfois dans la fosse septique de l'avion. Alors si jamais tu trouves un gros morceau de glace bleue dans ton jardin, crois-moi, c'est pas un popsicle aux myrtilles. Ne lui donne pas un coup de langue. Mais puisque nous parlons de toilettes à milieu d'altitude, je parie que tu savais pas qu'il existe un moyen secret de déverrouiller les toilettes d'un avion de l'extérieur. La prochaine fois qu'un enfant sera enfermé dans les toilettes d'un avion ou que tu auras envie d'être expulsé de l'avion pour avoir été particulièrement effrayant avec un étranger, tu pourras facilement les déverrouiller de l'extérieur à l'aide d'un seul doigt. Les serrures extérieures de la plupart des salles de bain de cabine sont cachées derrière un panneau de toilette en métal, comme celui-ci, que les agents de bord peuvent utiliser en cas d'urgence. Pour l'ouvrir, il suffit de soulever le panneau des toilettes et de faire glisser le bouton en position déverrouillée, et de s'enfuir avant que l'hôtesse de l'air ne t'attrape comme le pervers que tu es. Des pistes de réflexion. Tout le monde sait que la nourriture dans les avions est notoirement horrible, mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? What's the deal with airplane food? Les repas servis à bord des avions sont généralement préparés au sol par des entreprises de restauration industrielle situées à proximité de l'aéroport et sont généralement préparés entre 12 et 72 heures avant le vol prévu. Contrairement à ce qu'on croit souvent, la plupart des repas servis dans les avions ne sont pas congelés. Ils sont réfrigérés par air pulsé et transportés dans l'avion pour que le personnel de bord puisse les réchauffer et les servir à bord. Certaines compagnies aériennes de luxe ont même leur propre chef de cuisine à bord, comme celle que l'on retrouve à bord de certains vols d'Etihad Airways. Tout cela, et pourtant la nourriture dans les airs ne sera jamais tout à fait à la hauteur des restaurants 5 étoiles au sol. Alors qu'est-ce qui fait que la nourriture des avions a si mauvais goût? Il s'avère qu'il s'agit en fait d'une question de biologie humaine de base. Les cabines d'avion peuvent avoir un taux d'humidité aussi bas que 10%, ce qui est encore plus sec que le désert du Sahara. Lorsque le taux d'humidité est aussi bas, nos sinus sont tellement déshydratés que ça affecte notre capacité à goûter et à sentir. Après un certain temps passé dans la cabine d'avion, la capacité de ta langue à goûter les saveurs sucrées diminue de 15 à 20%, tandis que les saveurs salées sont émoussées de 20 à 30%. Pour tenter de contrecarrer ce phénomène, certaines compagnies aériennes augmentent considérablement la quantité de sel et de sucre dans leur nourriture, de sorte que tu consommes probablement beaucoup plus de calories que tu ne le penses avec ce repas à bord. Si les repas insipides servis à bord te dépriment, il y a en fait quelque chose que tu peux faire pour y remédier. Il s'avère que le port d'une paire d'écouteurs anti-bruit est la solution idéale pour que la nourriture et les boissons aient meilleur goût dans l'avion. Étrangement, des études ont montré qu'un bruit de fond fort peut faire atténuer notre capacité à goûter des aliments. L'utilisation d'un casque anti-bruit pour étouffer le bourdonnement grave du moteur de l'avion peut donc aider nos sens à redescendre sur Terre. Mais les passagers sont pas les seuls à avoir des problèmes à régler lorsqu'il s'agit de la nourriture servie dans le ciel. Il existe des règles très précises sur ce que les pilotes peuvent et ne peuvent pas manger pendant leur travail, et pour une bonne raison. Les pilotes et les copilotes sont avertis qu'ils ne doivent pas manger les mêmes repas pendant qu'ils travaillent par mesure de prévention contre les intoxications alimentaires mutuelles. Si le repas de l'un des pilotes ne se passe pas bien et qu'il tombe malade, l'autre pilote peut prendre le relais. Cependant, la nourriture des pilotes est soumise à un ordre hiérarchique. Dans certaines compagnies aériennes, le pilote reçoit un repas du menu de la première classe, tandis que le copilote reçoit quelque chose de la classe affaires. Je parie que c'est un dîner un peu bizarre. Des serpents dans les avions. Comme tu es responsable de la sécurité de centaines de passagers, il n'est pas étonnant que le métier de pilote de ligne soit souvent considéré comme l'un des plus stressants au monde. Le stress du travail est une chose, mais imagine que tu doives passer des heures coincé dans un minuscule cockpit avec un copilote que tu détestes vraiment. Eh bien, il s'avère qu'avec des enjeux aussi importants, éviter que les copilotes travaillent à quelqu'un qu'ils n'aiment pas est considéré dans l'industrie comme une question de vie ou de mort. Pour aider à réduire les tensions dans les airs, chaque capitaine, premier et second officier reçoit une liste de ne pas jumelés sur laquelle il peut inscrire les noms des collègues avec lesquels il préférait ne pas partager un vol. Les demandes sont soumises par le biais d'un calendrier mensuel et la liste approuvée des ennemis de vol est introduite dans le système de planification de la compagnie aérienne. Ce qui peut empêcher deux pilotes adversaires de se retrouver dans le même cockpit. Bien que ça puisse sembler un peu extrême, se laisser distraire par une rivalité sur le lieu de travail pourrait entraîner un accident assez grave, en particulier pendant le décollage et l'atterrissage où la tension est la plus nécessaire. Si seulement des collègues aussi agréables étaient garantis dans tous les emplois.
Le siège le plus sûr. Contrairement à ce que les films et les émissions de télévision pourraient te faire croire, le transport aérien est en fait l'un des modes de transport les plus sûrs. Et tes chances de mourir dans un accident d'avion d'une compagnie aérienne commerciale sont de 1 sur 3,37 milliards. Malgré ces faits, près d'un Américain sur 3 a peur de prendre l'avion. Et cette peur a conduit de nombreuses personnes à se demander où se trouve l'endroit le plus sûr en cas d'accident dans les airs. Il s'avère qu'une analyse de données de 17 accidents d'avion survenus au cours des 35 dernières années effectuée par le magazine Time a permis de trouver une réponse. Time a découvert que, historiquement, les sièges situés dans le tiers arrière d'un avion avaient en moyenne 68% de chances de survie, contre 62% dans la section avant et 61% dans le tiers central. Tu pourrais penser que l'un des endroits les plus sûrs dans un avion serait le siège dans l'allée, car il te permet d'accéder plus rapidement aux différentes sorties de secours à bord. Cependant, selon les données, les sièges de l'allée situés dans le tiers central d'un avion sont le pire endroit où tu puisses te trouver en cas d'accident, avec un taux de survie de 56%. Par contre, les sièges du milieu, plus précisément près de l'arrière de l'avion, sont l'endroit le plus sûr et te donneraient 72% de chances de survie à un atterrissage en catastrophe. J'aime ces chances et espérons simplement qu'aucun d'entre nous n'aura jamais à les mettre à l'épreuve. Secret de Skybound. Si tu as déjà eu une place au hublot lors d'un vol, tu as peut-être remarqué un minuscule trou juste en bas du hublot. Bien qu'il paraisse petit, ce trou est en fait l'un des éléments de sécurité les plus importants de l'avion. Mais pourquoi est-ce que c'est si important ? La pression de l'air diminue au fur et à mesure que tu prends de l'altitude et les avions sont conçus pour maintenir la pression de l'air à un niveau sûr et respirable à l'intérieur de la cabine. Cette différence importante de pression atmosphérique exerce une forte pression physique sur les fenêtres, qui doivent donc être construites de manière particulièrement solide. Alors qu'une fenêtre normale à une seule vitre se briserait facilement à cette altitude, les fenêtres des avions sont composées de 3 panneaux acryliques très résistants. La fenêtre extérieure sert à empêcher les éléments de pénétrer dans l'avion et à maintenir la pression dans la cabine. Si quelque chose devait arriver à cette vitre, la deuxième servirait de sécurité. Celle qui se trouve à l'intérieur de la cabine, quant à elle, fournit une dernière ligne de défense, tout en nous empêchant de toucher aux autres pour éviter de les endommager. Le minuscule trou dont j'ai parlé, connu sous le nom de trou de purge, est situé dans la vitre du milieu et sa fonction première est d'équilibrer la pression de l'air entre les vitres du milieu et celles de l'extérieur. Il empêche également les vitres de s'embuer ou de givrer car après tout, la plupart de nos plaisirs en vol consistent à regarder à travers les vitres. En parlant d'intérieur d'avion, est-ce que tu t'es déjà interrogé sur ces petits triangles rouges ou noirs que l'on trouve à l'intérieur des cabines ? Ils sont en fait là pour indiquer au personnel de la cabine quelle fenêtre donnera le meilleur point de vue pour observer les ailes de l'avion, ce qui leur permet de vérifier s'il y a un problème avec l'aile ou le moteur. Alors si tu es assis près du triangle, essaye de ne pas devenir trop parano si une hôtesse de l'air se met soudainement à regarder par-dessus ton épaule. En plus de signes d'icônes astucieux, des sons sont également utilisés en vol pour que tout fonctionne comme sur des roulettes. La plupart des voyageurs réguliers reconnaîtront ce son. Bien que la plupart d'entre nous sachent qu'il s'agit généralement d'un signal pour retourner à ton siège et attacher ta ceinture, il peut en fait signifier bien d'autres choses. Bien que chaque compagnie aérienne utilise les carillons de façon légèrement différente, il y a quelques modèles réguliers utilisés que tu peux écouter lors de ton prochain vol. Un carillon singulier peut signifier que le pilote prévient les hôtesses de l'air de turbulences à venir, mais il peut aussi signifier qu'il veut qu'une tasse de café. 2 carillons consécutifs signifient généralement que l'avion approche des 10 000 pieds, tandis que 3 carillons ou plus indiquent un problème plus grave, comme un passager extrêmement malade ou un avertissement des turbulences extrêmes. Alors écoute bien, si les bips retentissent, il est peut-être temps de paniquer ou de danser. La guerre des classes. Des bébés qui pleurent, des sièges étroits et pas d'espace pour les jambes, voler en classe éco peut vraiment être un escalier vers l'enfer. En revanche, avec des sièges privés, du champagne à volonté, des fraises enrobées de chocolat, etc., il n'est pas étonnant que l'expérience d'un vol en première classe figure sur la liste des choses à faire de nombreuses personnes. Le service luxueux offert en première classe peut sembler parfait pour obtenir le repos dont tu as tant besoin pendant un vol long courrier. Mais le prix élevé en vaut-il vraiment la peine ? Eh bien, comparé à la classe affaires, généralement le deuxième meilleur type de billet, il ne semble pas que ce soit le cas. Il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on pourrait croire réservées aux voyageurs de première classe et qui sont en fait disponibles dans de nombreuses sections de la classe affaires. Les cabines de première classe et de classe affaires de nombreuses compagnies aériennes offrent des repas de haute qualité, composés de plusieurs plats, parfois même servis avec de la porcelaine fine et des verres, ainsi que des oreillers et des couvertures en peluche. De nombreuses cabines de classe affaires offrent même des pyjamas gratuits. De nos jours, de nombreuses compagnies aériennes investissent dans l'optimisation de leurs services de classe affaires dans le but d'abandonner complètement la première classe. Et certaines envisagent même de créer des cabines privées en classe affaires. En réalité, les seules différences notables entre les deux sont que la première classe offre un siège légèrement plus grand, parfois accompagné d'une suite privée, ainsi que quelques articles supplémentaires au menu, comme du champagne et du whisky.
Cependant, l'énorme différence de prix ne reflète pas la différence minime de service. En moyenne, un billet en classe affaires coûtera environ 2 fois plus cher qu'un siège standard en classe éco, alors que pour la première classe, tu voleras jusqu'à 6 fois la somme payée pour un billet en classe éco. Je pense que je préfère économiser l'argent et m'offrir un surclassement dans une chambre d'hôtel à ma destination. Qu'est-ce que t'en penses? Appuie sur le bouton j'aime pour la première classe et sur le bouton s'abonner pour un hôtel de luxe. Ou pourquoi pas t'offrir les deux? T'es en vacances après tout, non? Dormeur du ciel. Les vols long courriers sont déjà assez pénibles pour les passagers, mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment des hôtesses de l'air semblaient toujours aussi en alerte et enjouées? Eh bien, la prochaine fois que tu embarques sur un vol long courrier, garde un œil sur une porte mystérieuse qui ressemble à ceci. Bien qu'elle puisse ressembler à un simple placard de rangement, cette porte mène en fait à une pièce complètement secrète. En montant un escalier extrêmement étroit, les hôtesses de l'air atteindront ce qu'on appelle le compartiment de repos, qui est spécialement réservé au personnel de cabine pour qu'ils puissent prendre un peu de repos bien mérité. Ces compartiments de repos se trouvent généralement dans des espaces aériens des avions long courriers, un à l'arrière pour les hôtesses de l'air et un à l'avant pour les pilotes. Chaque lit est équipé d'un oreiller et d'une couette, ainsi que d'une ceinture de sécurité qui doit être attachée si les membres de l'équipage décident de faire un petit somme. Connus par les employés de l'avion sous le nom de repos contrôlé, les hôtesses de l'air et les stewards disposent d'un temps de repos déterminé en fonction du vol et sont réveillés par leurs collègues du personnel de cabine au moyen d'un interphone lorsque leur pause est terminée. Certaines compagnies un peu plus huppées, comme Singapore Airlines, s'assurent de donner à leurs membres d'équipage un avant-goût de la grande vie et leur fournissent des cabines privées de luxe pour qu'ils puissent se reposer, tête d'oreiller en soient incluses. Le pilote, quant à eux, ont souvent des propres quartiers réservés à l'avant de l'avion, qui comprennent généralement 2 compartiments de couchage spacieux, ainsi que 2 sièges de classe affaires, une armoire et des toilettes. Alors la prochaine fois que tu te demanderas où est passée la charmante hôtesse de l'air qui te servait ta boisson, elle pourrait bien être juste au-dessus de ta tête en train de flotter au pays des rêves. Blague à part, l'équipage d'un avion, les pilotes avant tout, doit être bien reposé, comme le démontrent certaines statistiques choquantes. Étonnamment, lors d'une enquête menée par l'Association britannique des pilotes de ligne, 84% des pilotes ont déclaré que leur capacité à piloter un avion avait été compromise à cause de la fatigue, et 56% ont même admis s'être endormis alors qu'ils étaient aux commandes d'un avion. En mai 2021, un pilote s'est même endormi pendant 40 minutes en plein vol lors d'un vol commercial entre Cairns et Redcliffe en Australie, et a accidentellement dépassé sa destination de 112 km avant de se réveiller. Heureusement, la majorité des avions commerciaux sont équipés d'un pilote automatique qui permet de maintenir l'altitude et les pilotes ne sont donc pas obligés de contrôler entièrement l'avion pendant toute la durée du vol. Mais il est toujours incroyablement dangereux pour eux de s'endormir, en cas d'urgence, et cela figurera très certainement sur ma liste des raisons de serrer les dents lors de mon prochain vol. La mort s'envole. Bien que nous n'aimions pas y penser, les gens meurent un peu partout, et parfois à 30 000 pieds dans les airs. Bien que ça soit extrêmement rare, le personnel de cabine doit être préparé à l'éventualité malheureuse d'un décès en vol. Si un passager décède pendant un vol, l'équipage devra généralement attendre que l'avion atteigne sa destination finale pour retirer le corps de l'avion. Parfois, les compagnies aériennes offrent aux passagers décédés un dernier surclassement et le font aller en cabine de première classe plus calme. S'il n'y a pas vraiment de place pour déplacer le passager décédé, le personnel de cabine recouvrira son corps d'une couverture après s'être assuré qu'il est attaché pour la sécurité des autres passagers. Singapore Airlines a fait mieux que la vieille méthode de cacher les sous une couverture et essayer de pas paniquer, et a lancé une flotte d'aérobus avec des compartiments spécialement installés pour stocker un corps de taille moyenne en cas de décès en vol. Connu sous le nom d'armoire à cadavres, ce qui ressemble totalement à un groupe de death metal, soit dit en passant, ces quasi ont été spécialement installés dans les modèles d'Airbus A340-500. Ce qui est logique, étant donné que cet avion effectue le plus long vol régulier de passagers sans escale au monde. Pour aller de Singapour à l'aéroport international John F. Kennedy de New York, il faut compter environ 18 heures et 40 minutes. Je préférais certainement avoir une armoire à cadavres effrayante à bord plutôt que d'être l'hôtesse de l'air qui demande aux passagers de première classe si cela les dérange pas d'être assis à côté d'un cadavre pendant 18 heures. Bon alors, lequel de ces secrets de vol t'a le plus surpris? Et est-ce que t'en as d'autres à partager? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Fin du message de votre capitaine, je vous remercie grandement d'avoir volé avec Truc de Fou et je vous dis à la prochaine fois.